pas d'accord parce que je suis un entrepreneur typique. Je suis parti dans un arsenal. Ce n'est que moi, à l'origine, c'était un arsenal. 3000 personnes, on est devenu 60 000 personnes. Je ne suis pas polytechnicien, je suis venu directeur général de cette société. Je peux vous dire que je sais ce que vous voulez dire. Par contre, j'ai toujours eu un très grand respect, mais inimaginable, de véritables entrepreneurs qui tous les jours se remettaient en cause. Moi, j'avais le cul dans le beurre. Je m'excuse de cette expression, mais j'étais quand même très protégé. Le risque, moi, je l'avais pratiquement zéro, si tu veux te faire engueuler. Tandis que le véritable entrepreneur qui joue avec son fric tous les jours, ça, il mérite un grand respect. Parce que moi, je dis, l'entrepreneur qui lance sa boîte, c'est comme quand vous faites un chemin de croix. Le tout, vous savez que c'est difficile, c'est d'éviter l'antépénultième station, c'est-à-dire la crucifixion. Quand vous l'avez passé, c'est bon, vous réussissez. Mais c'est ça, finalement, l'entrepreneur. Et peut s'imaginer, moi je sais que la consigne que je disais en particulier avec les directeurs d'achat, vous êtes des petits cons. Vous avez une énorme responsabilité, mais les gens que vous avez en face de vous, vous êtes en train de les laminer, et ce que je n'accepterai jamais, c'est le manque de respect vis-à-vis de ces gens-là. Parce qu'à 17h, vous allez repartir avec la raquette de tennis dans le dos, et puis tout fier d'avoir fait gagner 3 francs 6 sous à la société. Merci beaucoup, et je vous paye pour ça. Par contre, l'entrepreneur que vous avez avec vous, en face de vous, avec qui vous avez négocié, vous lui avez vraiment quelquefois un peu tordu le cou, ou le bras, mais c'est lui, par contre, qui va devoir gérer toutes les conséquences de cet acte. Et je peux vous dire qu'il peut-être qu'il a passé de mauvaises nuits. Les petits cons à l'achat, quand ils ont eu une promotion, ils sont devenus des grands cons. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos témoignages. Regardez, nous sommes partis de la question comment transmettre l'art d'entreprendre. Et tout d'abord, la responsabilité était dévolue à l'État. C'est de là où nous sommes partis. En tous les cas, pour ce qui concerne le bagage du savoir et des connaissances. Et assez rapidement, vous nous avez dit aussi, attention, il y a une question d'envie. Vous avez ajouté, il faut des qualités personnelles. Qualités personnelles, notamment celle de leadership, du dirigeant. Tout le monde ne naît pas avec cette qualité personnelle. Vous avez ajouté, mais donnez-moi la flamme, donnez-moi l'envie, donnez-moi une expérience, donnez-moi de quoi sentir, avez-vous dit, ce que c'est pour que je puisse moi aussi m'y projeter. Nous avons donc, à travers cette question, entre autres, frôlé la question de la définition de l'entrepreneuriat. Je me retourne vers vous, Heinz Wiesmann, on est en face de quoi et comment faire? Je ne saurais pas dire comment faire, mais ce que je retiens, c'est extraordinairement riche. Ce que je retiens, c'est qu'au cœur de vos interrogations, il y a au fond l'éducation. Or, l'éducation, ça a été dit, ne se réduit pas à la transmission de connaissances. L'éducation, même étymologiquement, le mot veut dire conduit quelqu'un hors de éduquer. Et hors de quoi? Hors d'un état, non seulement d'ignorance, mais aussi hors d'un état peut-être de nature sauvage, pas encore suffisamment civilisé. Donc l'éducation correspond toujours, au-delà des connaissances, à un projet culturel. Or, les cultures, c'est très souvent sur des convictions religieuses au départ. Parce que ce qui fait qu'une culture parle aux gens très différents qui composent une société, c'est que l'idée de salut que véhicule la religion peut être ensuite sécularisée et déterminer les bons comportements. Ce qui doit plaire à Dieu, plaira aussi aux voisins. Donc, lien entre éducation, culture et choix religieux. À partir de ce moment, on peut reprendre ce que vous venez de dire tout à l'heure, pourquoi en Europe, par exemple, le rapport à l'initiative entrepreneuriale n'est pas le même dans le Nord et dans le Sud. C'est quand même un constat d'expérience et c'est absolument évident. C'est que, et je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne, que je connais bien, en France, l'éducation consiste à acculturer les jeunes générations en vue d'un principe qui n'est pas le principe de la libération de l'énergie individuelle. C'est au contraire, à travers les exercices scolaires, je ne parle pas de la dissertation, je parle enfin, tous les exercices, c'est le fouet. Et les jésuites, quand ils créent, c'est eux qui ont créé la classe au moment de la contre-réforme,
eh bien, ils se sont servis des exercices scolaires comme autant moyen de limiter ou de réduire la violence qui pourrait habiter un individu. Alors, si on a dit tout à l'heure, il y a des leaders naturels, il y a des gens qui ont une sorte de force en eux, eh bien, l'acculturation telle qu'elle s'est mise en place en France va à l'encontre de cet élan-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'entrepreneurs en France, mais l'éducation conçue comme acculturation ne favorise pas cela. Je peux vous dire qu'en Allemagne, c'est exactement le contraire, et c'est lié à la réforme protestante. La réforme protestante, et là aussi on peut critiquer, elle met l'accent sur la performance individuelle. Le salut pour un protestant ne passe pas par l'observance de règles, ne passe pas par des rituels. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Génuflexion, signe de croix, etc. Le protestant, il est invité à se sortir les tripes tout seul face à Dieu. Et ça, une fois sécularisé, ça donne une éducation qui favorise au fond quelque chose qu'on peut aussi détester. Une certaine brutalité. Une absence de politesse. Songez au mot politesse, ça vient du verbe polir. Et c'est le même mot que la police. Et autrefois, on parlait d'une société policée. Une société policée, c'est une société où les gens se comportent bien par rapport à des règles qui font que les aspérités qui... on n'a pas besoin, elle est intériorisée, la police. Et alors, pour être entrepreneur, et on l'a suffisamment dit, on a besoin d'une énergie et d'un élan qui dépasse toujours cette espèce de souci de se conformer à des règles intériorisées de bienséance. Bon, je pourrais épiloguer très longtemps là-dessus. Il y a probablement en Europe une chance unique aujourd'hui de regarder par-dessus les frontières, non seulement nationales, mais aussi culturelles, pour s'inspirer de ce que les voisins sont et font. Et un de mes soucis depuis que je suis en France est de faire partager la perception de ces différences, parce qu'on peut puiser chez l'autre ce qu'on n'a pas, par une sorte de projection admirative, ou même dans le rejet de ce que l'autre propose, il y a une sorte de prise de conscience de ce qu'on est soi-même. J'appelle ça la rétroprojection, il y a une espèce de mouvement de va-et-vient. C'est ça que l'éducation européenne doit maintenant favoriser. Les éducations nationales me paraissent tout à fait incapables de faire face aux défis de la mondialisation. Il faut que déjà, en Europe, on commence à se prendre mutuellement au sérieux, au-delà de ce que le passé nous a légué comme conformisme. L'éducation, la culture, la religiosité implicite, l'idée que qu'est-ce qui fait que quelqu'un est acceptable en société, tout ça est lié. Et à partir du moment où on s'aperçoit que ce n'est pas la même chose dans les différentes traditions religieuses, culturelles et nationales, eh bien on a déjà fait un grand pas en avant. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler plus, mais je ne vais pas accaparer la parole, parce que ça, c'est la chose qui me passionne parmi toutes. Voilà, mais je m'arrête, je me retiens. Merci beaucoup, Nous étions partis sur le rôle de l'État et nous avons tout d'abord mentionné la protection, la sécurité, puis l'éducation. Voici arrivé maintenant le problème de la santé. Quelle est la table qui s'est occupée de la santé? Parfait. Vous aviez à votre table évidemment un expert hors pair, si je puis dire. Tout d'abord, vous allez vous présenter, j'ai une première question pour que tout le monde puisse être à jour. Quels sont les grands enjeux nationaux, et on peut même y mettre des chiffres, sur le système de soins français? Merci, donc Patrick Négaret, je suis directeur d'une caisse d'assurance maladie. Je pense être un entrepreneur, même si je suis admiratif des entrepreneurs. Sur 3 enfants, j'en ai 2 qui sont entrepreneurs. Et donc, les grands enjeux, finalement, tout le monde sait qu'il y a un déficit colossal qui s'accumule régulièrement, on est rendu à 210 milliards cumulés. Les grands enjeux aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un état de santé des gens qui était basé sur finalement des affections vraiment... On n'entend pas bien. On n'entend pas bien? Oui. Sur des affections qui étaient vraiment de caractère tout à fait ponctuel, à des affections chroniques.
Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les dépenses de santé, c'est 2/3 des affections chroniques, et l'évolution, c'est les 8/10. C'est-à-dire que sur l'ensemble des dépenses de santé, 175 milliards d'euros, c'est le diabète, le cancer, Parkinson, l'affection cardiovasculaire, etc. Et si quelqu'un est en bonne santé, c'est dû aux soins seulement en gros à 15%. Tout le reste, c'est des déterminants de la santé, c'est-à-dire le comportement de l'individu, l'environnement, la génétique, etc. Et on va dans le mur en klaxonnant, parce qu'on consacre toujours plus aux soins, et ça sert vraiment à un moment plus à grand-chose, parce qu'on accroît tous les ans le déficit, et c'est pas pour autant que les gens sont en meilleure santé. Il y a un plafond, si vous voulez, c'est environ 10% du PIB, et qui, à partir de là, ne permet pas forcément que les dépenses consacrées à la santé soient justifiées. Voilà. Donc on est parti de cette idée-là. Et moi je témoignais en tant que directeur de caisse, et puis en tant que je suis responsable d'un projet national qui s'appelle Santé Active. C'est par opposition à l'assurance maladie. C'est-à-dire que l'assuré doit être acteur de sa santé. Il ne s'agit plus de culpabiliser les gens, mais de les responsabiliser. C'est-à-dire on dit aux gens, voilà, c'est un bien commun, l'assurance maladie, et vous allez gérer votre capital santé, on va vous aider. Et on a créé des séances de coaching quand j'étais en Sarthe, et maintenant je suis dans les Yvelines. Et le coaching fait que les gens, finalement, arrivent à diminuer leur consommation de soins. J'ai bien dit diminuer. Très concrètement, ce sont des réunions. C'est des réunions d'assurés sociaux qu'on fait avec des professionnels de santé. Sur base de volontariat. Sur base de volontariat, avec un entretien de motivation. Parce que quelqu'un qui n'est pas motivé, ça ne sert à rien de perdre son temps. Et donc, à partir de là, les gens, ils suivent les conseils qu'on leur donne, ils changent leur comportement et ils diminuent leur consommation de soins. J'ai bien dit diminuer. C'est moins quelque chose. C'est-à-dire que là, vous avez fait vraiment un test grandeur nature in vivo. J'ai fait un grand test grandeur nature in vivo qui a été validé par un département mathématique de l'Université du Maine. Et maintenant, donc je l'étends sur la France entière. Et il y aura 25 à 30 caisses d'ici fin 2013. Et ce sont des caisses de bonne santé. Ben oui, c'est des caisses de bonne santé. C'est pile à couper le beurre, parce que là on revient aux origines des choses. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'alimentation, faire un peu d'activité physique, se préserver quand l'environnement est trop dangereux, que ce soit au travail ou chez soi. Et ça, le retour sur investissement est extraordinaire. C'est-à-dire, il est quantifiable. Il est quantifiable, on a commencé à le quantifier quand on était seulement sur la Sarthe. On avait fait pour un tiers des dépenses de soins sur la Sarthe. Extrapolé à la France, ça rapportait 300 millions d'euros. Donc c'est rien. Et si on l'étend sur toute la France, on va gagner plusieurs milliards d'euros, ça c'est quasiment sûr. Deuxième expérience, au sein de l'entreprise, vous avez prolongé cela ou pas? Alors au sein de l'entreprise, ce qu'on a commencé à faire, et là il y a beaucoup de travail, c'est que je suis aussi animateur d'un club APM, j'ai oublié de le dire. En même temps, je suis expert en guillemets. Ce qu'on fait, c'est des réunions employeurs. On leur explique comment, par exemple, prévenir les troubles musculo-squelettiques. C'est un sujet qui vous préoccupe. Et là, on fait venir des gens qui sont compétents sur le sujet. J'ai des copains APM qui ont fait venir un kiné 2 heures par semaine. Ça leur coûte 100 € par semaine. Ils ont diminué considérablement les troubles musculo-squelettiques, ce qui est une plaie pour les employeurs. Et ça vient ici en maladie professionnelle. C'est des gens très concrets. Je pense qu'à un moment, il faut être concret, il faut être pragmatique et avancer. Parce que créatif, c'est bien, mais innovant, c'est beaucoup mieux, et mettre en place les choses. Et voilà. Et ma grande difficulté, je voudrais vous dire là-dessus, parce que je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, ça a été de modéliser ça pour pouvoir le vendre très vite à mon directeur général, parce qu'il n'a pas que ça à faire. Et 2008 m'a beaucoup servi. J'ai eu une telle crise qu'à un moment, je cherchais des solutions partout. Et vous parliez de... Alors, un directeur de caisse, c'est pas fonctionnaire. J'ai un service public à gestion privée, j'ai un contrat de travail. Et on a donc une délégation de service public, et moi j'ai des objectifs. Par exemple, ma rémunération, c'est 1 mois et demi en fonction de mes résultats. Et ce que je dis aujourd'hui en France, au ténor magistral, que n'a pas fait la Suède quand elle a dressé la barre, c'est qu'il faut mettre des missions à des gens qui soient fonctionnaires ou pas. Peu importe, voilà, vous avez une mission de 4 ou 5 ans, vous avez des objectifs. Si vous les remplissez très bien, si vous les remplissez pas, vous êtes viré. Vous connaissez mes collègues qui disent de vous, etc. Non. Là, on s'en sort. Je peux vous dire que du jour où on a mis des objectifs au directeur de caisse, comme par hasard, il y en a qui se sont motivés. Moi, j'ai des objectifs de réduction du nombre de boîtes de médicaments, ça va aussi sur le management de la pub téléphonique qui sont répondus en moins de 30 secondes, etc. Enfin, tout ça, ça fait qu'à un moment, on responsabilise l'individu. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, à la clé, il n'y a pas du profit, c'est la grande différence avec l'entreprise, ça, je vous l'accorde. Donc, c'est faisable. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'aimerais du coup vous entendre et obtenir des témoignages parmi vous. Mesdames, on vous entend peu. Témoignages parmi vous sur votre entreprise et la santé de vos salariés, la santé de vos collaborateurs, et notamment sur la prévention.
Avez-vous de ce point de vue des témoignages à nous apporter? Peu. Je vais poser ma question autrement, je vais l'élargir encore. Oui, je vais vous donner la parole, mais je peux l'élargir encore. Est-ce que la santé dans votre entreprise est pour vous une véritable préoccupation? Je vous donne la parole dans un instant. BMW en Allemagne, étant acquis le vieillissement de la population, a une usine pilote où seuls les plus de 55 ans travaillent. Ils travaillent avec des aménagements ergonomiques exceptionnels, des parquets flottants qui assouplissent les chocs pour l'ensemble des articulations des membres inférieurs, des ergonomies pour les membres supérieurs, de telle sorte que le savoir-faire reste, s'améliore encore, et que BMW est sûr, dans les 15 ans, de pouvoir encore compter sur ce personnel-là. Sans quoi, il ne sait pas où sera la relève. En tous les cas, c'est leur souci actuellement. Je vous passe la parole. Oui, ça rejoint exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'impression que les salariés, enfin peut-être l'ensemble de la population, je ne saurais pas dire, n'a pas forcément conscience de, entre guillemets, la fragilité de son corps, et que c'est un capital. Et c'est aussi un capital pour l'entreprise, évidemment, par transitivité, je dirais, des ressources. Donc nous, on a mis en place, de manière un peu volontaire, enfin disons, basée sur le volontariat bien sûr, mais à l'initiative des salariés, entre midi et 2, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait qu'à ce moment-là où l'entreprise avait vraiment une fonction possible, donc des cours de sport. Après, ils ont voulu faire du yoga. Après, ils ont essayé la méditation. On a du massage assis. Donc, je précise hors du temps de travail, mais quand même dans le cadre de l'entreprise, est proposé. Donc, ce que je dis là n'est pas du tout original. Ça ne couvre pas du tout l'ensemble du personnel. Ça a juste un objectif, c'est de montrer que l'entreprise, enfin l'organisation de l'entreprise, se préoccupe de la santé de ses salariés au sens d'un capital qui est à préserver. C'est une petite initiative, mais elle a le mérite d'exister. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il y en avait un ici, et puis ensuite vous, madame. Moi, c'est beaucoup plus négatif. Votre prénom? Gilles. C'est par rapport à la santé obligatoire, j'en peux parler à la médecine du travail. L'expérience que je dois en avoir est assez désastreuse. Je prendrai un seul exemple. La médecine du travail a mis 5 ans pour s'apercevoir d'un problème d'un salarié qui ne lui avait jamais rien dit. Au bout de 5 ans, il est devenu inapte. Et pendant tout ce temps-là, il a fait son boulot en étant un danger public. Je l'ai appris après 5 ans. Voilà. Merci beaucoup, madame. Marie-France, je suis directrice d'une clinique privée. Alors, bon, peut-être parce que mon entreprise est tournée vers la santé, pas forcément sur la prévention, mais enfin on essaie d'en faire le maximum. Ce que je voulais dire, c'est que toutes les entreprises, on a des obligations en termes de médecine du travail, vous m'avez pris un peu ce que je voulais dire, mais on a le CHSCT qui est obligatoire, on a les évaluations des risques professionnels, on a eu des lois qui sont sorties il y a quelques années, donc c'est vrai que, bon, quelle que soit la taille de l'entreprise, on a des obligations. On les gère, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, on peut aussi passer à côté, mais enfin je pense que ce n'est pas notre intérêt. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'au sein de notre entreprise, souvent le CHSCT, d'ailleurs, il prend, enfin, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, il a pris de plus en plus d'importance, plus que par exemple les comités d'entreprise ou les réunions de délégués du personnel. Je pense que demain, ce sera vraiment cette organisation qui aura plus de... Enfin, pas qui nous embêtera le plus, mais il faut vraiment travailler avec eux. Ils sont formés, ils ont pris beaucoup d'importance. C'est vrai que les troubles musculo-squelettiques dont vous avez parlé, ça peut être très embêtant pour nos entreprises quand on a des salariés, et pourtant je suis dans une clinique, on va se dire mais pourquoi ils sont... Enfin, nos infirmières, nos sages-femmes, quand on soulève des gens, des poids au bloc opératoire, enfin bon, elles sont soumises à des risques. Ça entraîne des maladies professionnelles qui sont non négligeables et avec des conséquences financières. Moi, je ne suis pas une philanthrope, hein, je sais ce que je dois faire à la fin du mois et payer mes salariés. Et je pense que c'est très important de s'occuper de la santé de nos salariés. Alors nous, bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place aussi en parallèle un petit peu pour le côté fun, mais bon, je pense que ça fait partie de l'ambiance aussi du travail. Par exemple, nous, on a du toucher massage, ça s'appelle, avec des huiles essentielles, je vous dis ce que vous disiez. Donc nous, c'est pendant leur temps de travail, hein. Bon, voilà.
pendant leur temps de travail, elles peuvent aller se faire masser. On a une infirmière qui a passé un petit diplôme et 2 infirmières qui le font bien volontiers. Comme elles sont sympas, elles viennent me voir même dans mon bureau, quelquefois, pour me dire « Madame Gaucher, vous n'auriez pas besoin de 10 minutes ?» Je dis « C'est bon, on verra ça tout à l'heure. » Et je pense que c'est important. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'aimerais revenir vers vous. Ce bien-être supplémentaire ou cette prévention que vous mettez en place, est-ce déjà quantifiable, ne fût-ce que dans l'état d'esprit général du groupe au travail? Ce que je peux vous garantir, c'est le niveau de tension après le cours de fitness ou de méditation. Donc on a une salle d'administration des ventes, qui n'est pas aussi grande que ça, hein, mais il y a quand même pas mal de monde. Et on sent le niveau de tension, la façon dont les gens communiquent, qui est beaucoup plus faible l'après-midi que le matin. Donc, bon, pour les gens qui font du sport, savent bien que le sport est un moyen d'éliminer les tensions, sauf que dans la vie d'un salarié lambda, quand il sort du travail, surtout le personnel féminin, ils commencent leur 2e journée avec les enfants, etc., sont pressés de rentrer, et donc finalement on a un pourcentage de femmes beaucoup plus élevé que d'hommes en fait à participer à ce type d'action. Bon, il n'y a pas de prosélytisme, on fait pas on n'essaye pas, disons, de s'immiscer dans la santé des gens, c'est plutôt un signal donné aux individus. C'est vrai que objectivement sur l'absentéisme, on n'a pas vu d'indicateur particulier et on est une entreprise trop petite puisqu'on n'est que 130, donc on n'a pas statistiquement un relevé. Il faudrait le faire comme avec la CPM sur sans doute un effectif beaucoup plus grand pour se rendre compte. Merci beaucoup. En tous les cas, il y avait tout d'abord monsieur, puis ensuite j'ai bien noté. C'est une information que je voulais compléter par rapport à ce que disait monsieur. En 1820, Frédéric Bastiat écrivait dans la loi où ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas, qu'un système comme l'assurance ne pourrait pas marcher à partir du moment où les hommes n'étaient pas responsables. Et donc je vous invite fortement à le lire, et vous verrez que ce que nous avons créé ne peut pas marcher si on non seulement s'en occupe pas, mais si les gens ne sont pas proprement responsables. 1820. Je vous en prie. Juste votre voisin. Présentez-vous. Moi, Daniel Gardet. Nous, chez nous, dans notre entreprise, on a mis une prime pour les gens qui arrêtaient de fumer. Décrivez votre entreprise vite. C'est une entreprise d'électricité électroménager. Combien de salariés? Énergie renouvelable. Combien de 2 personnes. Parfait, allez-y. Voilà. Et on a mis une prime pour les gens qui arrêtaient de fumer. Et on en a eu 5. Voilà. Et après, on leur paye aussi des séances de shiatsu, pour ceux qui veulent. Alors pour nous, le shiatsu, pour moi, c'est aller voir un magicien. Ça leur fait surtout du bien dans la tête. Mais ça marche très très peu. D'accord. Mais 5 personnes sur 20 ont arrêté de fumer. Oui. Capital à l'intérieur de l'entreprise, ça a changé quoi? Pour eux, bien sûr, mais pour l'entreprise. C'était surtout pour la santé. Et puis alors pour montrer qu'ils allaient aussi gagner beaucoup de l'argent. Je leur avais pas ce voilà. Et leur montrer qu'avec ça, ce qu'ils allaient économiser, ils pouvaient partir en voyage. Je pose ma question autrement. Le regard des autres salariés vers eux qui ont fait cet effort-là. Ben, il y en a un, il est venu me voir, il m'a dit, moi je vais commencer à fumer, et j'arrêterai après, bien sûr. Il y a toujours le truc pervers, quoi, bien sûr. Moi je dis, après toi tu fais comme tu veux. Après il y a celui qui m'a dit, moi je vais arrêter, je recommencerai plus tard. Alors, je lui ai dit, on va mettre une chose de point, si tu recommences, tu nous rembourseras. Bon, voilà. Après c'est un jeu aussi. Et après, il y en a un, il m'a dit, toi tu bois, moi mon plaisir c'est de fumer. Moi j'ai bien sûr, c'est toujours pareil, c'est les jeux. Voilà. Mais ça a quand même marché, puis ça permet aussi de leur montrer qu'on est intéressé. Après, l'entreprise est bien sûr gagnante. Bien sûr. Je vous en prie, monsieur. C'est compléter ce qui a été dit, qu'effectivement on parle beaucoup de santé au niveau physique, mais je pense en tant qu'entrepreneur, on a aussi un devoir et un rôle de santé psychologique, et on doit mettre nos salariés, nos cadres, dans les meilleures conditions psychologiques qui entraîneront de toute façon une bonne santé physique, et on s'y retrouvera. Donc c'est des choses très simples concernant à notre niveau. Donc on est 42 personnes, et tous les vendredis matins, chacun notre tour, donc moi, le patron également, on fait un petit déjeuner. Chacun amène ce qu'il veut, ses gâteaux, des chocolatines, etc., qui créent, on va dire, une ambiance entre différents services.
Et je précise que c'est payé. Donc ils n'ont pas à récupérer ce temps de travail où on perd entre 20 minutes à une demi-heure. Mais ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est que ça crée un certain lien entre différents services qui ne sont pas habitués à travailler ensemble, de la logistique au marketing, à la comptabilité, etc. Donc c'est toujours intéressant, je dirais, de mettre nos salariés dans de meilleures conditions psychologiques et d'ambiance où, encore une fois, on retrouve un absentéisme beaucoup moindre que quand on applique une discipline de faire. Et naturellement, il faut en face de nous aussi des salariés, des cadres qui jouent le rôle. Mais en principe, si l'entrepreneur montre l'exemple, il n'y a aucune raison que ça ne suive pas jusqu'en bas, entre guillemets. Super. Merci beaucoup. C'est une autre dimension de la santé d'un groupe dont vous parlez là, c'est précisément son confort au travail, l'atmosphère au travail, la bonne ambiance au travail et donc toutes les initiatives éventuelles qui sont prises pour pouvoir réguler, améliorer cet aspect-là. Je me retourne une dernière fois vers vous, si vous le voulez bien. Voici ici donc une petite centaine de chefs d'entreprise. Ils vous ont dit à la fois leurs préoccupations, leurs essais, également leurs premières tentatives. Vous, que leur dites-vous très concrètement? Ce que je leur dis concrètement, c'est que Bismarck, il a inventé les assurances sociales. C'est pas quelqu'un qui était très orienté dans le social. C'était pour préserver la force productive des salariés. Et ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez compris, c'est qu'il y a une force productive et il faut la préserver. Et ce que je voudrais dire, c'est concrètement, c'est l'assurance maladie. Je dis que c'est une assurance santé, c'est que ça ne doit pas se contenter de rembourser, ça doit vous aider à faire les choses. Donc tous les ateliers santé active que je fais, il faudra qu'on les amène dans vos entreprises. Parce que pour l'instant, c'est vous qui payez, mais peut-être que ce que vous attendez de l'assurance maladie, ce que vous cotisez pour vous en tant que patron et pour vos salariés, c'est qu'on vous apporte un service. On vous apportera notamment un service également qui sera du coaching en ligne sur Internet, que je suis en train de développer aujourd'hui, qui sortira au printemps. Et là, tous les gens pourront y accéder en France, à condition qu'ils soient assurés dans le monde entier. Donc là, c'est Internet, mais là, en l'occurrence, pour être assuré social. Donc ce que je leur dis, c'est continuez comme ça, parce que vous allez gagner beaucoup plus que vous l'imaginez en vous préoccupant de la santé de vos salariés. Voilà. Mais encore une fois, moi je crois que c'est le rôle de l'assurance maladie. Mon boulot de directeur de caisse, c'est pas de rembourser des soins, parce que ça, n'importe quel abruti pourrait le faire, à la limite. C'est vraiment que les gens soient en bonne santé. Voilà. Merci beaucoup. Donc n'oubliez pas, un rendez-vous en ligne. Un rendez-vous en ligne qui vous est donné pour avoir un pack d'initiatives éventuelles à prendre en entreprise. Heinz Wiesmann, l'homme est décidément très complexe et plus encore la santé d'un groupe, c'est la dette.